Première raison pour laquelle il faut revenir aux fondamentaux, c'est que ça rend n'importe quel projet beaucoup plus facile à approcher et beaucoup plus simple. Et la deuxième, c'est que ça peut vous aider à voir des choses que les autres n'ont pas vues. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu un coup de chance quand j'ai refait mon casque en partant de zéro. C'est que je l'ai fait avec une philosophie de design un peu différente de celle d'Oculus. Et il se trouve que la mienne, en gros, permettait de réduire la quantité de calcul côté casque, mais l'augmenter côté ordinateur, et donc de faire un casque beaucoup moins cher, ce qui explique pourquoi mon casque coûtait 100 $ au lieu de 1000 $. Bonjour à tous, je me présente, je suis Valentin, je suis le CEO de Coup d'État, il y en a certains d'entre vous qui me connaissent déjà. Je suis hyper content que vous soyez là ce matin, c'est trop cool. On teste en fait une série d'événements pour voir ce qu'on peut faire pour aider vraiment les gens qui veulent faire Coup d'État, pour vous aider en fait à amener vos boîtes à aller plus loin. Pour ça, on a créé des événements qu'on a appelés des Coup d'État Talks, où on invite des entrepreneurs qui viennent raconter leur histoire, les leçons qu'ils en ont tirées, et vous donner un peu des outils, et des recettes et des clés pour que vous puissiez reproduire un peu ce qu'ils ont fait, ou au moins vous en inspirer et l'appliquer à votre contexte. Ce matin, on accueille quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Maxime. C'est un gars que j'ai rencontré il y a 6 mois, qui m'a bluffé instantanément, alors que je connaissais même pas son histoire. Et son histoire est assez fabuleuse, parce qu'en gros, il y a 1 an et demi de ça, il a voulu s'acheter un casque de réalité virtuelle, donc pour faire du gaming. Le problème, c'est que ce casque coûtait 1000 $ chez Oculus, qu'il n'y avait aucun casque qui coûtait moins que ça. Il n'avait pas l'argent pour pouvoir le faire. Il s'est dit, puisque je ne peux pas me l'acheter, je ne dois pas être le seul dans cette situation-là, je vais recréer un casque complètement. Et en fait, il a fini par créer un casque qui coûtait 100 $. Ce casque a une technologie qui est meilleure que la plupart des autres casques. Et aujourd'hui, il a fait exploser ce truc-là, et sa technologie de casque, c'est devenu la référence pour tous les nouveaux casques qui sont créés en réalité virtuelle à travers le monde. Il va revenir sur son parcours, il va vous expliquer comment il a mis tout ça en place. Ça a l'air d'être un overnight success, ça l'est pas. Et il va vous expliquer comment il a mis tout ça en place, tout ce qu'il a créé, et tous les gens qui l'ont inspiré. Il va vous raconter un peu tout ça. Applaudissez-le bien fort, il arrive. Et bonne conférence. Salut tout le monde, je m'appelle Maxime Coutet, j'ai créé mon propre casque de VR. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de vous raconter l'histoire, ce qui s'est vraiment passé, et on va essayer de décortiquer un peu les leçons intéressantes qu'on peut en tirer. Alors déjà, comment est-ce que j'ai réussi à le créer? Donc les motivations, on les a racontées. C'est que je suis arrivé au lycée avec mon meilleur ami, on voulait créer en fait, on voulait jouer à des jeux en VR. L'Oculus Rift, c'était à peu près 1000 $. Donc on ne pouvait pas se l'acheter, on avait genre 15 ans. Et du coup, on s'est dit, autant le fabriquer nous-mêmes. Alors, Oculus, pour ceux qui ne voient pas, en gros, c'est un casque de VR que vous branchez à votre ordinateur et qui vous permet de vous immerger dans un monde en VR et d'avoir une expérience où vraiment vous êtes immergé dans le jeu. Et en fait, à ce moment-là, Oculus venait d'être acheté par Facebook pour 2 milliards pour la tech. Et donc, il n'y avait aucune ressource sur Internet sur comment ça fonctionne un casque de VR, c'est quoi les algos utilisés. Et donc, en fait, j'ai dû, avec mon meilleur ami, tout recréer en partant de zéro. Et tout recréer en partant de zéro, ça veut dire quoi concrètement? Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a passé 3-4 mois à faire des maths et de la physique en se demandant un peu où est-ce que ça allait nous mener. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des trucs c'est des questions techniques qu'aucun de nous deux connaissait vraiment. Avant de faire ce casque, aucun de nous deux avait le niveau ni en maths ni en physique. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû apprendre toutes ces choses-là nous-mêmes. Et on a fait ça grâce à Coursera, grâce à Khan Academy, grâce à plein de plateformes. Et une des grandes leçons, en fait, d'avoir fait ça, c'est qu'on a dû apprendre à apprendre par nous-mêmes. Et donc, on a dû passer énormément de temps sur des périodes très courtes, avoir un niveau technique qu'on n'avait pas du tout. Moi, j'avais à peine faire de l'électronique, je me débrouillais bien en maths et en physique, mais pas assez pour recréer tous les piliers d'une tech comme la réalité virtuelle.
Et donc, en faisant ça, on a appris un certain nombre de leçons sur comment vous pouvez faire pour prendre un sujet complexe et à l'apprendre. Et je vais essayer de vous partager ça tout de suite. Alors, le premier sujet, c'est déjà, on va essayer de définir ce que c'est qu'apprendre pour savoir comment mieux le faire. Et une façon dont j'aime bien le faire, c'est prendre un peu un prisme neurosciences et se demander qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous apprenez quelque chose. En fait, le processus d'apprentissage, la façon dont vous pouvez vous le représenter, c'est que vous avez votre cerveau qui est composé de plein de neurones, et quand vous découvrez quelque chose, vous avez des patterns qui se créent entre ces neurones. Vous avez des connexions qui se créent entre eux, qui créent une espèce de cheminement comme ça, et ça, c'est un pattern. Et donc, par exemple, quand vous découvrez l'addition, dans votre cerveau, il y a un pattern neuronal qui se crée, qui est le pattern de l'addition. Et si vous pratiquez encore l'addition, et ben vous avez les connexions entre ces neurones, ça s'appelle le poids synaptique, qui vont se renforcer et se renforcer. Et donc, le processus d'apprentissage, c'est ça. C'est découvrir un pattern et ensuite pratiquer pour renforcer ce pattern. Et ça, c'est un truc qui est important de comprendre pour le fonctionnement du cerveau. Parce qu'en fait, dans le cerveau, une façon dont vous pouvez vous représenter son fonctionnement, c'est qu'il a deux modes, le mode focus et le mode diffus. Et en gros, quand vous êtes en mode focus, ce que fait votre cerveau, c'est qu'il se met face au problème et il cherche parmi tous les patterns qu'il connaît, quel pattern faire rentrer dans le problème. Donc par exemple, un exemple concret, vous êtes à l'école, vous avez une addition à faire, genre 2 plus 2, et ben votre cerveau, ce qu'il va faire quand vous êtes en mode focus, à essayer de résoudre votre problème, c'est qu'il va chercher parmi tous les patterns neuronaux que vous connaissez, lequel attribue à ce problème. Puis au bout d'un moment, il va arriver à celui de la multiplication, il va se dire non, c'est pas celui-là, c'est celui de l'addition, il va se dire ok, là c'est bon, je peux faire matcher le problème qui est face à moi avec ce pattern que je connais. Donc ça, c'est le mode focus. Et l'autre mode dans lequel votre cerveau peut être, c'est le mode diffus. Et en fait, ce que veut votre cerveau en mode diffus, c'est qu'il va tester de nouveaux patterns, un peu par hasard, et il va créer de nouvelles connexions. Et parfois, il y a un effet magique à ça, c'est qu'il va relier des patterns qui, a priori, n'ont pas trop de sens entre eux, des maths et de la biologie, pour en créer des nouveaux. Et donc, par exemple, là où ça fait sens d'être en mode diffus, c'est si vous êtes face à un problème que vous n'avez jamais eu avant. À l'école, c'était le problème genre de maths ou de physique que tu n'as jamais vu avant. Et si tu essayes de l'approcher en mode focus et d'essayer de prendre ce problème que tu n'as jamais vu, mais de le résoudre en faisant rentrer tous les patterns que tu connais et en essayant de faire rentrer des carrés dans des ronds avec ces patterns que tu connais déjà alors que c'est un problème nouveau, ben ça ne fonctionne pas. Et c'est dans ces cas-là que ça fait du sens d'utiliser le mode diffus. D'ailleurs, c'est pour ça que le conseil de, quand vous n'arrivez pas à résoudre une question, genre dans un contrôle et tout ça, quand vous étiez à l'école, on vous disait bah, passez à la suivante. Mais en fait, ça a une réalité, le fait de passer à la question suivante. C'est quand vous passez à la question suivante, vous faites la question suivante en mode focus, et pendant ce temps-là, votre cerveau, en tâche de fond, réfléchit à la question suivante en mode diffus. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que ce que vous ne pouviez pas résoudre avec les patterns que vous connaissiez, les choses que vous maîtrisez et tout ça, bah peut-être que votre cerveau, en tâche de fond, va trouver un moyen de le faire en testant des choses un peu plus hasardeuses. Et c'est important de comprendre la distinction entre les deux, parce qu'en comprenant cette distinction, vous pouvez, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous demander « est-ce que je l'approche correctement ?» Si vous êtes en train de faire quelque chose d'hyper technique, il y a beaucoup de sens. Il y a de grandes chances qu'en fait ça fasse sens pour vous de le faire en mode focus et de juste prendre ce que vous connaissez et juste essayer de résoudre le problème et avancer. Et si vous êtes face à quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, bah là ce qui fait sens c'est le mode diffus. Et en fait le problème avec ça c'est que vous ne contrôlez pas si vous êtes en mode focus ou diffus, sauf dans des cas bien particuliers, des petites astuces pour décider est-ce que vous êtes en mode focus ou diffus. Il y a une personne qui faisait ça, qui est assez impressionnante, c'est Salvador Dali. Parce que Salvador Dali, c'était un peintre qui avait une technique incroyable. Et donc, si on reprend notre framework focus diffus, avoir une technique incroyable en étant peintre, ça relève du mode focus. C'est des années de travail à comprendre l'utilisation du pinceau, à maîtriser parfaitement son mouvement. Et en même temps, il était très créatif. Et donc, lui, la solution qu'il avait pour passer de mode focus à diffus, c'est qu'il avait un rocking chair dans lequel il passait toutes ses journées à réfléchir à ses peintures.
Et en fait, il avait des clés dans sa main droite, et il les lançait en l'air et les rattrapait. Et il finissait par s'endormir. Et en fait, il y a un truc assez fou qui se passe quand vous êtes sur le point de vous endormir, c'est que ça force votre cerveau à passer en mode diffus. Et donc, il était là, comme ça, en train de s'endormir petit à petit en mode diffus. Et en mode diffus, il avait des idées de choses. Tu vois, il était dans la partie créative du truc. Donc, il pensait à des idées de peinture, il connectait des patterns qu'il n'aurait pas connectés autrement. Et quand il finissait par s'endormir, les clés tombaient par terre et le bruit des clés le réveillait. Et une fois qu'il était réveillé avec les idées qu'il avait eues en mode diffus, il était prêt à les prendre, passer en mode focus et les peindre. Et donc c'est pour ça que ça a du sens de comprendre cette distinction. Parce que moi je sais qu'il y a plein de situations où si juste je m'étais dit « Ok, en fait là tu essayes de résoudre un problème que tu n'as jamais vu en mode focus et donc ça n'a pas de sens. Ou là tu essayes de résoudre un problème que tu connais déjà en mode diffus, juste prends ce que tu connais et applique-le. » En fait, si on utilisait ce genre de choses plus souvent au quotidien, on serait beaucoup plus à l'aise dans notre apprentissage. Et alors, j'ai ajouté une petite note sur apprendre à apprendre, sur la procrastination, pour vous donner un exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser ce framework focus versus diffus. Il y a une étude que j'aime beaucoup qui a été menée sur plein de facs aux États-Unis et plein de boîtes. Et en fait, le sujet de cette étude, ça a été de prendre tous les gens de la fac, tous les gens de ces boîtes, et leur demander s'ils sont des procrastinateurs ou pas. Et ensuite, de mesurer leur performance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte que les gens qui avaient les moins bonnes performances à la fac et les gens qui avaient les moins bonnes performances dans ces boîtes, c'était des très très gros procrastinateurs. Et donc là, vous voyez genre pas bonne performance, très procrastinateur. Et plus vous avancez dans les performances, moins ils sont procrastinateurs comme ça. Et il y a un moment, ils ont été très surpris dans cette étude parce qu'ils se sont intéressés au top 1%. Le top 1% des élèves qui avaient les meilleurs... Alors, ça a été une étude sur de très longues années, c'est pour ça que ça a été un peu compliqué. Mais le top 1% des élèves qui avaient les carrières académiques les plus fulgurantes, les meilleurs résultats, et se sont rendus compte que ceux qui avaient ces résultats exceptionnels, eux aussi, étaient des très grands procrastinateurs. Donc en fait, vous avez une espèce de courbe en V, comme ça, où les gens qui ont les pires résultats sont de gros procrastinateurs, les gens qui ont les meilleurs résultats sont aussi des procrastinateurs, et les gens bons le sont pas. Et donc vous avez cette espèce de courbe comme ça. Et en fait, cette courbe, elle fait beaucoup de sens si on y réfléchit en mode avec ce framework focus diffus. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, évidemment, ils se sont dit, mais comment c'est possible? C'est quoi la variable entre les procrastinateurs qui ont des bons résultats et les autres? Et en fait, ils se sont rendus compte que dans une classe, par exemple, quand les profs donnent un devoir à faire, et vous avez 2 mois pour le faire, les élèves qui ont des très mauvais résultats vont passer les 2 mois à ne pas faire le devoir et juste le prendre, le mettre dans leur sac et rendre un truc la veille. Et ok, ils ont un mauvais résultat. Ça, c'est assez intuitif, on comprend pourquoi. Les élèves qui ne procrastinent pas, ils vont le faire day one en 1 semaine et ils vont avoir plus d'1 mois de libre. Donc, ils auront un bon résultat et tout. On comprend pourquoi. Et ceux qui procrastinent mais qui ont des bons résultats, en fait, ils vont juste le lire au moment où on leur donne. Ils vont lire le devoir, y réfléchir 10-20 minutes à la sortie de la salle de cours. Et après, ils vont passer 1 mois et demi à pas du tout travailler sur ce devoir, à pas du tout être actifs dessus. Et ce qui va se passer, c'est que pendant ces 1 mois et demi, même si eux n'ont pas le sentiment de travailler dessus de façon directe, en fait, leur cerveau, en tâche de fond, réfléchit à ce problème en mode diffus. Et ça a énormément de valeur d'y réfléchir en mode diffus. Parce que si vous y réfléchissez en mode diffus, vous êtes capable d'être plus créatif, de relier ça à d'autres choses que vous avez déjà vues. Et au moment où ils le font, ok, ils le font au dernier moment, mais en fait, ils le font au dernier moment, mais en ayant plein d'idées très vite, parce que pendant 1 mois et demi, leur cerveau a réfléchi à plein de choses. Et donc c'est pour ça que cette différence est super intéressante. Donc si vous êtes étudiant et que vous voulez procrastiner, une bonne technique, c'est que juste après qu'on vous donne le devoir, vous le lisez. Et comme ça, en tâche de fond, votre cerveau va y penser. Et en fait, vous pouvez même l'appliquer à globalement à peu près tout ce que vous faites. Si vous avez quelque chose à faire pendant 1 semaine, juste prenez le temps d'y réfléchir activement 5 ou 10 minutes et faites-le la veille si vous voulez.
Mais ce qui compte, c'est que pendant ce temps-là, votre cerveau, en tâche de fond, va y réfléchir. Et ça a énormément de valeur. Alors, revenir aux fondamentaux. Pourquoi revenir aux fondamentaux? Parce que deux choses. C'est un truc que j'ai appris en faisant le casque. Parce que si j'avais pris le casque comme un problème que je l'avais pris de front, en me demandant comment est-ce que je peux fabriquer un casque de réalité virtuelle, je pense que c'est une question, c'est trop complexe comme question, c'est beaucoup trop dur, et j'aurais juste bloqué et j'aurais jamais réussi à le faire. Alors, une bonne analogie pour comprendre ça, c'est mon frère qui m'a raconté ça, parce que mon frère fait de l'alpinisme, mais genre alpinisme vénère avec des pics et genre enfin moi j'en ai jamais fait, mais ça a l'air assez risqué et tout. Et il a essayé de faire le Mont Blanc une fois, il n'a pas réussi et il a vomi. Et il m'a dit que la raison pour laquelle il n'avait pas réussi, c'est la raison d'à peu près 80% des accidents en alpinisme. C'est qu'en gros, il était en train de le faire et il a regardé le sommet. Et en fait, si tu regardes le sommet, instantanément, il y a un truc qui se déclenche dans ton cerveau. Comment c'est possible? Il me reste 2000 mètres à faire, je suis au bout de mes forces, je ne vais jamais y arriver. Et il vous envoie un signal, il vous fait vomir et vous ne pouvez pas continuer. Et en fait, le secret en alpinisme, c'est que vous regardez juste à hauteur de vos mains. Parce qu'en fait, à hauteur de vos mains, c'est facile à atteindre. Vous avez juste à lever la main et bouger un petit peu. Et parce qu'en fait, c'est fondamentalement trop difficile de se projeter sur un objectif hyper long, hyper complexe. C'est beaucoup plus simple de le ramener à plein de choses simples. Je ne me demande pas comment je peux monter tout en haut, je me demande juste comment je peux mettre ma main juste là et ainsi de suite à recommencer. Et ça, c'est ce que j'ai fait pour le casque, parce que si je m'étais demandé comment faire un casque de VR, j'aurais sûrement pas su comment faire. Et du coup, ce que j'ai fait à la place, c'est que je me suis demandé, c'est quoi les fondamentaux d'un casque de réalité virtuelle? Et en gros, les fondamentaux d'un casque de réalité virtuelle, c'est que vous avez besoin de trois choses. La première, c'est de calculer la position dans l'espace des personnes qui portent ce casque. Donc vous calculez leur position, leur mouvement, est-ce qu'ils regardent à droite, à gauche. Et ensuite, vous prenez cette position et vous l'envoyez à l'ordinateur. Deuxième étape. Troisième étape, cette position, une fois que l'ordinateur l'a reçue, il faut qu'il l'injecte dans le jeu vidéo pour faire le rendu du jeu en fonction de là où vous regardez. Parce que dans le casque, vous ne verrez pas la même image si vous regardez à gauche que si vous regardez à droite. Donc ça, c'est les trois points fondamentaux. Et donc déjà, j'ai pris cette question complexe et je l'ai ramenée à trois questions plus simples. Comment calculer la position de quelqu'un dans l'espace? Comment envoyer des données? Comment recevoir des données? Puis après, j'ai recommencé l'exercice. J'ai resegmenté ces trois questions en trois questions encore plus simples. Comment calculer la position dans l'espace? J'ai transformé ça en un énoncé de physique. Comment envoyer des données? J'ai transformé ça en un énoncé de maths. Comment réceptionner des données? J'ai transformé ça en un énoncé d'informatique. Et donc je me suis retrouvé avec trois problèmes très concrets que je pouvais approcher beaucoup plus facilement. Et après, j'ai juste passé 3-4 mois à résoudre ces problèmes de maths et de physique. Et une fois que j'ai réussi à faire ça, j'avais le socle théorique qui me permettait de construire l'étape d'après, de construire mon code. Et puis une fois que j'avais mon code qui faisait ces trois choses, il suffisait de tout combiner et j'avais un casque de VR. Et donc ça, première raison pour laquelle il faut revenir aux fondamentaux, c'est que ça rend n'importe quel projet beaucoup plus facile à approcher et beaucoup plus simple. Et la deuxième, c'est que ça peut vous aider à voir des choses que les autres n'ont pas vues. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu un coup de chance quand j'ai refait mon casque en partant de zéro. C'est que je l'ai fait avec une philosophie de design un peu différente de celle d'Oculus. Et il se trouve que la mienne, en gros, permettait de réduire la quantité de calcul côté casque, mais l'augmenter côté ordinateur, et donc de faire un casque beaucoup moins cher, ce qui explique pourquoi mon casque coûtait 100 $ au lieu de 1000 $. Mais en fait, des exemples comme ça, vous en avez plein. Un exemple célèbre que j'aime beaucoup, qui permet de bien comprendre ça,